À ma très grande surprise, vous avez choisi Atlantide. Je vais être honnête, je les ai vus venir dès le départ, les deux premiers top retours que j'allais faire après La Princesse et la Grenouille. C'était tellement évident que vous alliez me sortir ces deux-là. Les deux films sur lesquels je me suis acharné, sur lesquels j'ai gueulé énormément. Évidemment que vous alliez avoir la curiosité de me forcer à dire du bien des films que j'aime vraiment pas. Mais pour la prochaine fois, là, je ne serai vraiment plus certain de ce que vous choisirez. Parce que déjà, les votes étaient un peu serrés et il y avait pas mal de petits trucs qui se démarquaient. Donc j'ai quelques idées de qui pourrait être concurrent pour le prochain, mais je ne suis vraiment pas sûr. Là, je savais clairement que les deux premiers top retours que j'allais traiter, les numéros 2 et 3, ça allait être Atlantide et Taram et le chaudron magique. Pas forcément dans cet ordre-là, j'étais pas sûr de l'ordre, mais c'était clairement ces deux-là que j'allais commencer à faire. Donc, Atlantide, toujours pas fan. Je vais dire pas mal de bons points sur ce film parce que, croyez-le ou non, je trouve qu'il a beaucoup de bonnes choses pour lui. Ça ne va pas du tout compenser tous les problèmes qu'il y a. Mais vraiment pas du tout. Le truc avec ça, et à nouveau c'est un truc que je tiens à dire, c'est que j'ai beau me centrer sur ce qu'il y a de bien dans un film, ça veut pas dire que tout d'un coup ce qu'il y a de mauvais disparaît. Je maintiens ce que je dis, je trouve l'histoire insultante. Insultante. Le coup du on sait comment parler toutes les langues du monde, mais on ne sait plus lire notre langue à nous. Pour une raison débile. Je suis désolé, c'est de l'insulte au spectateur. C'est de l'insulte au spectateur. Et c'est pas un petit problème pour moi, c'est un gros problème. C'est pas un truc que je peux survoler comme ça, c'est pas... Même Hercule, malgré les choses que j'ai à redire sur son histoire, est loin d'être aussi insultant qu'Atlantide l'Empire perdu à ce niveau-là. Et puis il y a le fait que les personnages sont majoritairement pas géniaux. Vraiment, je les trouve même lourds pour une partie d'entre eux. Le gros problème de ce film, et ça a été dit dans plusieurs autres vidéos, il y a même des commentaires qui ont pris la peine de le préciser, c'est que à la base, les créateurs du film avaient énormément d'idées en tête qui étaient censées tenir sur 2h30, 3h en fait. Hein. Les pages du script étaient... le script était 2 fois plus long qu'un script normal de film Disney. Donc, quand ils ont su qu'ils devaient faire un film d'1h30 seulement, et qu'ils ont dû rapiécer le truc et raccourcir ça de façon à ce que ça tienne là-dedans, ça a mal joué contre eux. Sachant que, sans vouloir être vexant, ils auraient pu faire mieux que ça. Ils auraient pu sincèrement couper dans le gras. Littéralement, ils auraient pu couper dans le gras en virant une partie des persos secondaires, notamment Gaëtan, qui sert pas à grand chose. Sa compétence de foreur est à peine mentionnée et à peine exploitée dans le film. Le vieux blaireau qui sert du gras à manger, il sert à rien, on pourrait le virer facilement. La vieille peau qui est à la communication pareil, elle ne sert à rien dans l'histoire. Elle n'a aucun impact. À part faire des blagues. Ça me fait le même effet qu'avec les choucroutes. Oh punaise, ces blagues me gonflent. L'humour est à chier la plupart du temps aussi, je suis désolé aussi à ce niveau-là. Si vous appréciez l'humour, tant mieux pour vous. Moi, il me gonfle la plupart du temps. On pouvait facilement virer une grosse partie des personnages. Et je dis ça en plus, ça c'est par rapport aux 3 personnages que j'aime pas, mais les personnages qui sont à peine passables comme le Corse et la garçon manquée, je suis désolé, ils ont rien d'indispensable. Hein. Le fait qu'il utilise des explosifs de temps en temps, le Corse, ça aurait pu être fait par n'importe quel type lambda dans le groupe des explorateurs. La mécanicienne, elle montre à peine, vraiment à peine ses talents de mécanicienne, au point où on se demande, ben ouais, ça sert à quoi? À nouveau, elle a très peu d'impact. C'est ça le truc, à vouloir fourrer tout ce que vous avez imaginé dans votre film, vous le foirez complètement. Au final, ça devient une espèce de bordel où il y a énormément de trucs qui sont là et qui n'ont pas l'occasion d'être développés. Et au final, ça donne un truc un peu moisi en termes de narration. Et les personnages,
paraissent pour la grande partie d'entre eux très dispensables. Très dispensable et très lourd personnellement. Cela dit, je sais que vous n'êtes pas là pour m'entendre dire ça, vous êtes là pour m'entendre dire du bien du film. Et je vais le faire juste après être revenu sur un détail qui me fait tiquer depuis quelques temps lorsque j'ai fait la critique d'Atlantide, l'Empire perdu et de Taram et le chaudron magique. Étant donné que c'est les deux premiers films que j'ai traités dans mes top retours après La princesse et la grenouille, et ça me paraît de mise d'en parler là, même si j'aurais pu en faire une mise au point là-dessus, mais j'ai envie d'en parler là, histoire d'être bien clair. J'ai vu pas mal de commentaires qui mettent bien en avant le fait qu'il n'y a pas de chansons dans ces films. Et pas genre, ah, il n'y a pas de chanson, c'est un particulier. Non, c'est, waouh, ce film essaye quelque chose d'incroyable, il n'y a pas de chanson. Vous auriez vraiment une toute autre vision du film Taram et Chaudron Magique si on avait donné une petite chanson à Taram pour dire qu'il veut plus et une petite chanson à Taram et Elonwy pour dire qu'ils s'aiment ou un truc comme ça. Je veux dire, ça aurait parfaitement pu s'incorporer dans l'histoire sans que ça ne change grand chose à l'interaction avec le film. Dans un sens, je trouve même que ça aurait pu opter pour le film étant donné que les personnages sont développés avec le cul, ça aurait pu être un développement intéressant. Et pour Atlantide, bien entendu, ça se prêtait pas très bien à la chanson, mais on aurait pu faire comme Tarzan, où les chansons sont extra diégétiques, ou même on aurait pu faire un petit truc simple comme La planète au trésor, vu que les gens adorent comparer ce film avec La planète au trésor, où justement il y avait une petite chanson centrale qui marque bien l'état d'esprit du personnage. On aurait pu faire ça pour le personnage de Milo, je sais pas, un moment dans le film, quand il veut, en disant qu'il veut faire plaisir à son grand-père, accomplir ce que son grand-père a toujours voulu, on aurait pu faire une petite chanson extra diégétique là-dedans, ça aurait pu avoir un bon effet. Je vois pas en quoi le fait qu'il y ait aucune chanson, ça devient extraordinaire tout d'un coup. Je trouve ça ridicule. Les chansons auraient très bien pu s'incorporer dans ce film. Et même si on part du principe ridicule pour moi qu'avoir des chansons c'est une mauvaise chose. Depuis quand ne pas avoir tel défaut ça devient une qualité notable? Je veux dire, c'est comme si moi je disais « Ah, ce film a des problèmes, mais au moins il n'y a pas de scène de pédophilie là-dedans. C'est une qualité !» Oui, bah à ce moment-là, si on définit une qualité comme une absence de défaut, on peut trouver des centaines de qualités à n'importe quel film, hein. Je sais pas, Food Fight, je peux trouver des centaines de qualités à ce film-là, hein. Parce qu'il n'y a pas tel défaut, il n'y a pas tel défaut, il n'y a pas tel défaut. Je pourrais faire ça pour Plants, il n'y a pas de chanson dans Plants. Qualité. Voilà, c'est bon. Pourquoi je m'emmerde à essayer de réfléchir à des qualités quand il suffit de dire ah, il n'y a pas tel défaut. Voilà, je vais pas insister davantage, c'est juste que je trouve ça absurde. Voilà, je trouve ça absurde comme argument en faveur d'un film. Quel qu'il soit, de dire qu'il n'y a pas de chanson. Il y a de très bonnes comédies musicales, de très mauvaises comédies musicales, de très bons films sans chanson, de très mauvais films sans chanson. Avoir ou non des chansons, ce n'est ni une qualité, ni un défaut, c'est juste un état de fait. Quoi qu'il en soit, on ne va pas s'attarder plus longtemps. On est parti pour dire du bien d'un film que je ne supporte pas. En avant pour le top 10 des meilleurs points d'Atlantide, l'Empire perdu. Numéro 10, certaines blagues d'Enzo. Ok, j'ai dit que j'appréciais pas l'humour de ce film, c'est vrai, à une exception près. Le personnage d'Enzo est, je pense, le personnage le mieux réussi en termes de ton, et il arrive à avoir pas mal de répliques qui font mouche et qui font sourire. À l'exception, bien sûr, de... Enfin, certains en ont souffert peut-être, mais pas les Maccabées. Mais en dehors de ça, la plupart de ces moments gags passent plutôt bien, me font sourire. Il y en a même certains qui m'ont fait sincèrement rire. La plus drôle pour moi, ça vient juste après la fameuse affreusement connue scène. Pas si vite. Voilà, maintenant tu peux y aller. Je peux pas nier que ça m'a fait rire. Hein. Cela étant, ça n'en fait pas un bon personnage en soi, ça en fait juste un bon répertoire à gags. Mais c'est déjà quelque chose. Numéro 9, l'introduction des personnages secondaires. J'en ai déjà parlé dans ma critique et je le redis ici.
j'apprécie la façon dont les personnages ont été introduits. On aurait pu faire un truc très bateau où tout le monde est en ligne, et je vous présente machin, machine, truc, muche, etc. Non, Milo les découvre petit à petit en se baladant, en faisant leur connaissance via Whitmore pour certains d'entre eux, etc. etc. C'est bien amené, j'ai trouvé que c'était une façon d'introduire les personnages très naturels qui passaient bien. Ah, un peu dommage que ce soit de mauvais personnages, mais en soi, c'était une bonne façon de les introduire. Numéro 8, le tac au tac des dialogues. Là aussi, j'en ai parlé un petit peu dans ma critique, je vais en reparler tout de suite. Les dialogues sont assez vifs. Il y a beaucoup de peps, de dynamisme quand les personnages parlent entre eux une grande partie du temps, et ça vous met dans le bain, ça vous tire dedans, même quand la conversation de base n'a rien d'extraordinaire, ça arrive à lui donner un petit peps qui la rend plutôt intéressante à suivre, dès lors que ça ne part pas dans le débile niveau de l'écriture. Oui, parce que, je le redis, l'écriture est stupide sur pas mal de points, et c'est peut-être en partie pour ça que je mets cette qualité aussi bas dans mon classement. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de très bien fait dans la forme. Dans la forme, il y a des passages que je trouve très très bons là-dedans, de discussion où tout va très vite, tac 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 tac, et honnêtement c'est très efficace. Le petit problème avec ça, c'est que donc déjà c'était un truc qui a été utilisé parce que les auteurs voulaient en incorporer le plus possible dans leur film. Ce qui en soi a amené à cette technique bien fichue. Mais cette technique bien fichue a tendance à faire passer certaines des conneries du scénario un peu trop facilement pour certains spectateurs. Notamment lorsqu'on parle de l'histoire de débile de Babel, lorsque Milo essaye d'expliquer pourquoi les Atlantes arrivent à parler n'importe quelle langue, ben ça va tellement vite, le rythme est tellement soutenu et effréné là-dedans que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont passés à côté de ça sans que ça les gêne. Et il y a pas mal de petits trucs comme ça, de petits passages où j'ai vraiment l'impression que les gens font pas gaffe à la connerie de ce qui est dit, simplement parce que le texte va trop vite. C'est de ça dont je parle quand je parle de façon insidieuse de se foutre de la gueule des gens. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'ils utilisent leur très bonne façon de présenter leur texte, leur dialogue, à des fins dissimulatrices, afin de faire gober aux spectateurs les conneries sur lesquelles ils n'ont pas bien réfléchi. Il n'empêche mine de rien que c'est une façon très sympathique, très dynamique de montrer les dialogues entre différents personnages, et dès lors que on dit pas des trucs stupides, bah, je trouve que ça passe très bien et que pas mal de dialogues sont bien fichus à ce niveau-là. Numéro 7, le couple Milo-Kida. Je ne supporte pas beaucoup Milo, soit il est fade, soit c'est une grosse tête à claque dans le film. Les seuls moments où j'arrive à l'apprécier, c'est quand il se rapproche de Kida. C'est quand il découvre le monde d'Atlantide avec Kida, et qu'ils nouent un petit lien, qu'ils ont leurs discussions qui à nouveau au tac au tac sont plutôt bien fichues. Enfin, à nouveau, dès lors que c'est pas une connerie comme quoi ah, nous avons perdu notre connaissance de la lecture de notre langue, malgré le fait qu'on parle toutes les autres langues sans problème. Désolé d'insister là-dessus, c'est tellement con ce truc. Mais oui, dès lors que c'est pas pour des conneries de ce genre-là, leurs dialogues sont vifs, bien pensés. Il y a une attirance un peu naturelle qui se crée entre eux, qui est pas mal du tout, qui souffre malheureusement beaucoup du fait que Kida n'apparaît qu'une période assez limitée durant le film. D'ailleurs, puisqu'on en parle, numéro 6, Kida. Kida est un très bon personnage féminin en soi. Elle a une personnalité très vive, c'est quelqu'un qui est vraiment curieuse, qui veut découvrir les origines de son peuple, qui a pas mal d'initiatives, qui est très passionnée par ce qu'elle fait. Le temps qu'elle apparaît, c'est un très bon personnage, plutôt attachant. Le temps qu'elle apparaît. À nouveau, la raison pour laquelle elle est relativement basse dans le classement, c'est que on la voit que réellement 25 minutes. Les 40 premières minutes de film, quoi, on l'a juste vu 30 secondes en tant que gamine.
Pendant 25 minutes, elle est très agréable, très sympathique à suivre, et au bout d'un moment, elle finit prisonnière, et c'est la demoiselle en détresse à se courir, et puis c'est tout. On a quoi, 25 minutes de film où elle est intéressante, le reste du temps, soit elle est pas là, soit c'est une putain de Princess Peach, voilà. J'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. Et donc, ça n'aide pas le personnage, parce qu'il aurait pu être très bon, ça aurait pu être une icône de princesse Disney, si on avait pris vraiment le temps de la développer, de la montrer du début à la fin, d'explorer ce qu'elle veut faire, etc., etc. Malheureusement, je suis désolé, elle est trop peu présente pour être un grand personnage. Mais pour le peu qu'on la voit, elle est très sympathique. Numéro 5, Rourke. Il y a pas mal de gens qui crachent sur ce personnage-là, qui disent que c'est un méchant faiblard, que ses motivations n'ont aucun sens. Donc déjà, je vais partir là-dessus. Les motivations de Rourke, je suis désolé de dire ça, mais ça me paraît pas si débile que ça. Je veux dire, tout le monde dit, ah, vous avez découvert l'Atlantide, vous serez riche. Ok, je suis désolé les gars, je suis pas un expert, et peut-être que vous avez trop vu Benjamin Gates ou je ne sais quoi, mais quand vous découvrez quelque chose, vous faites une découverte majeure d'un site important, vous touchez pas des millions d'euros comme ça, ou enfin des millions de dollars ou ce que vous voulez, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout quand vous êtes des dizaines et des dizaines, vous pouvez être sûr que ce genre de truc, si on vient sur la récompense de votre découverte, etc., vous n'allez pas toucher des fortunes. Je suis désolé, vous n'allez pas toucher des fortunes comme ça. Donc oui, le fait qu'il se décide à voler un artefact pour le revendre et se faire des tonnes de fric, je trouve pas ça absurde, je trouve pas ça incohérent. Je trouve que c'est logique. Après, mine de rien, c'est vraiment le méchant connard qui n'a absolument aucune... qui n'a aucun scrupule. Mais quand je dis aucun scrupule, c'est aucun scrupule. Je veux dire, Clayton, lui, ce qui met en danger, c'est la vie de 2-3 personnes et des gorilles. Je veux dire, c'est super salaud, mais là, c'est lui, ce que Rourke met en danger, c'est la vie de tout un peuple. L'extinction de tout un peuple, et tout ça pas pour vendre des richesses à quelqu'un, à un collectionneur ou quoi que ce soit, c'est pour vendre une arme à des dictateurs, comme c'est dit. C'est genre, moi, enculé niveau puissance 1000. En soi, ça aurait pu être pas mal, mais bon, je trouve que c'est un peu excessif pour je sais pas, un truc qui était pas... Ça se veut quand même être dans un monde relativement réaliste. Et à un moment donné, tu te dis, ça va un peu trop loin à ce niveau-là. Mais je veux dire, son acte en lui-même n'est pas incohérent. Je trouve vraiment pas son acte incohérent. Cela étant, j'ai pas vraiment détaillé pourquoi j'aimais ce personnage. Je trouve que c'est un personnage de méchant plutôt sympathique. Plutôt bien fichu. Il a de bonnes répliques. C'est pas un abruti fini, c'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas ou quoi que ce soit. Je veux dire, à un moment donné, c'est lui qui comprend l'énigme autour du cristal du peuple Atlante en se posant sur le trône du roi, et je trouvais que c'était bien réfléchi. Ça montre que c'est pas juste un gros bras qui ne réfléchit pas, et je trouvais qu'il passait très bien en tant que méchant. Et ce qui me permet de l'apprécier un petit peu, je pense aussi, c'est le fait qu'il a du mal à supporter Milo, et je l'ai pas mal rejoint sur certains moments à ce niveau-là, donc je ne cache pas que ça crée un petit lien entre lui et moi. Mais une des choses qui me fait l'apprécier davantage, c'est aussi, numéro 4, la relation Rourke-Helga. Je trouve qu'ils ont une bonne dynamique de duo, ils se complètent bien, dès lors qu'ils parlent entre eux, je trouve que ça fuse bien. Dès lors qu'on les voit partager une idée, discuter de quelque chose, je trouve qu'il y a une alchimie, il y a une vraie relation qu'on ressent de longue date. Et même lorsqu'ils finissent par être en désaccord, notamment à la fin, ils se lancent des piques de façon très, très naturelle, très bien fichue. Je trouve sincèrement que leur duo fonctionne super bien. Numéro 3, Helga. Vous pensiez qu'elle serait numéro 1? Eh ben non. Je vous ai peut-être donné l'impression que je trouvais le personnage extraordinaire, mais il est un peu extraordinaire par rapport au reste. Je veux dire, pour autant que j'apprécie Rourke et Kida, je suis loin de trouver que ce sont des personnages exceptionnels. Ils sont surclassés par énormément d'autres personnages Disney. Helga en soi, c'est le mieux réussi du lot.
Parce que c'est un personnage qui a vraiment les épaules pour être dans un grand film Disney. Seulement, voilà, il a les épaules pour être dans un grand film Disney, ce personnage-là, mais il a quand même un peu trop de trucs à redire. Et mine de rien, ça reste un personnage secondaire. Et mine de rien, la façon dont ça se termine avec elle, ça me reste un peu en travers de la gorge. Je veux dire, la façon dont elle vire Maléfique en disant « Ah, on va vendre ça à des dictateurs !» Genre mode connard fini. Ou au début, quand ils entrent chez les Atlantes, ou qu'elle montre un peu d'inquiétude pour le peuple par rapport à ce qu'ils comptent faire plus tard, où elle disait « On n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de gens, ça change beaucoup de choses. » Et que à la fin, quand Milo dit « Mais vous risquez de tuer beaucoup de gens avec ça !» Et où elle dit « Ah, ça change beaucoup de choses, on va pouvoir vendre ça encore plus cher !» Et je me dis... Ouais, ça t'as beau reprendre les mots que t'as dit avant, ça colle pas du tout avec ton attitude d'avant, hein, je suis désolé, c'est un très mauvais développement fin autour du personnage. Ce qui m'empêche de trouver ce personnage extraordinaire. Il est très sympathique pour plusieurs raisons, parce que déjà elle a une très forte personnalité, très rentre-dedans, très femme forte, qui passe super bien. On sent que c'est... la femme expérimentée qui s'y connaît, qui a pas mal de petites répliques chocs ci et là, qui passent très bien. Je veux dire, je trouve que c'est une très bonne chose de l'avoir montrée au début en tant que femme fatale habillée de façon sexy, parce que ça montre aussi les différents aspects, les différentes facettes qu'elle a. Ça sent le personnage qui a du vécu expérimenté, qui sait ce qu'elle fait. Je veux dire, quand elle se bat contre Rourke, punaise, ça c'est de la femme quoi. J'ai adoré ça, j'ai adoré énormément de choses chez elle. Sa personnalité est très bonne et elle pourrait faire un excellent protagoniste de film Disney. Je veux dire, j'essaie de me voir un seul personnage Disney qui soit similaire à Elga et j'en vois pas. Je veux dire, il y a d'autres personnages qui sont similaires à Elga. D'ailleurs, je pense qu'Elga est légèrement inspirée de Lara Croft dans le sens où on sent que en termes de personnalité et de sex appeal, c'est très similaire. C'est une Lara Croft blonde, bien foutue. Bien foutue, et physiquement comme mentalement. Mais oui, donc ça ne gâte rien le fait qu'elle soit super sexy, très jolie. Tout ça, tous ces traits de personnalité et physique font d'elle un très bon personnage, super marquant et très excitant dans pas mal de sens. Cela étant, c'est pas la meilleure chose du film parce qu'elle a des défauts à la fin et je trouve qu'il y a des choses qui sont un tout petit peu mieux faites que le personnage d'Elga. Numéro 2, les plans visuellement somptueux. Je ne vais pas dire que c'est une des meilleures animations Disney, parce que je trouve que l'animation autour des personnages est potable, sans plus. Cela étant, les animations autour des décors, des objets, des lieux, est sublime. Je ne vais pas dire le contraire, c'est super joli. Il y a beaucoup de zoom et de travelling très bien fait qui montrent la beauté de l'environnement, l'échelle des choses et sincèrement c'est très bien fichu. Que ce soit à but contemplatif lorsqu'on découvre la cité d'Atlantide, le vaisseau dans lequel ils s'y rendent, les grottes, ou que ce soit pour montrer la façon dont les choses dont l'histoire évolue, notamment avec le combat, quand on montre les gros plans, ou la façon dont la cité se protège de la lave, c'était magnifique. C'était magnifique visuellement, je n'ai rien à redire là-dessus. Il y a de très beaux moments à ce niveau-là, dès lors que on prend la peine de montrer le décor dans toute sa grandeur, toute son échelle. Ce qui me fait dire, si jamais vous considérez que les personnages et l'histoire dans un film c'est superflu, ce qui n'est pas du tout mon cas, et que vous regardez un film juste pour voir de jolies images, je peux comprendre que vous appréciez ce film. Honnêtement, parce que visuellement ça envoie du lourd. Je ne peux pas dire le contraire. Ça aurait été sympa de faire ça avec des bons personnages et une bonne histoire, mais je peux pas lui retirer ça au moins. Et numéro 1, les beaux moments calmes. C'est un peu à l'inverse des dialogues au tac au tac. Lorsque le film
oublie qu'il veut fourrer des tonnes de trucs dans son histoire d'1h30 alors qu'il ne le peut pas, il lui arrive, rarement, mais quelquefois quand même, d'avoir des scènes calmes qu'ils prennent le temps de se poser. Et quand ça fait ça, c'est vachement bien fichu. En toute honnêteté, j'ai dénombré 3 scènes comme ça seulement. Il y a la fameuse scène où Whitmore regarde le portrait de son vieil ami, le grand-père de Milo, et où on sent toute la peine qu'il ressent de sa mort. On prend le temps de laisser le dialogue aller lentement et la musique de s'installer et les personnages de respirer. Et ce moment-là, je ressens vraiment la peine du personnage. Un autre moment très beau aussi dont j'ai parlé dans le film, c'était le moment où la troupe d'expédition a perdu la moitié de ses hommes et leur fait un petit enterrement. En disant, mon Dieu, on a perdu beaucoup de gens, mais nous devons continuer. Milo, c'est à vous de nous sortir de là. Je veux dire, ça prenait le temps de faire ça. Les gens pleuraient leur mort. Enfin, ils les pleuraient pas, mais on sentait qu'ils avaient de la peine pour eux. Ils étaient attristés. Et puis Rourke dit, ok, maintenant nous devons continuer. Milo, à vous de nous conduire. Waouh! Non, mais vraiment, j'étais super touché. Ça a vite été cassé par... Ouais, on est tous crevés. C'est drôle. On fout en l'air une scène dramatique. Et juste après... Avec klaxon. C'est drôle. Connard de film. Excusez-moi, hein, j'ai dit un peu trop de bien de ce film pendant un petit moment, donc j'avais envie de... C'est juste pour vous dire, quoi, à quel point ce film cache ses possibilités. Ce passage était tellement beau, et puis à la fin, vous foutez en l'air avec vos gags débiles, là. Cela étant, si on enlève ces moments stupides et lourds, ça reste un moment très fort. Et puis le dernier moment que j'ai en tête, c'est le moment où Milo finit par voir toute la cité d'Atlantide et est ému d'avoir enfin pu accomplir le rêve de son grand-père. Là aussi, c'était un moment fort, touchant, où ça prenait le temps de s'instaurer. J'ai pas souvenir de beaucoup de scènes, de moments calmes, de scènes qui prend son temps en dehors de ça. Très dommage. Parce que si ils avaient fait ça, s'ils avaient, comme je l'ai dit, coupé dans le gras, viré certains de leurs persos secondaires qui ne servent à rien, je sais pas, enlever certains éléments de l'intrigue et 2-3 autres trucs, honnêtement, tout le passage où l'expédition s'avère être des traîtres, vous savez quoi? On aurait pu virer ça. On aurait pu virer ça. On aurait pu éviter toute cette espèce de sous-intrigue de « Ah, on est des connards, on veut vendre ça à des dictateurs, ça. » On aurait juste pu créer toute une histoire de danger avec Kida qui se transforme en cristal et puis le volcan qui va entrer en éruption à cause d'un truc qu'ils ont fait et ils doivent protéger la cité, etc., etc. Il y a des complications qui se passent sans faire de méchants, sans créer de méchants. Disney a déjà fait des films sans méchants. Ça leur aurait permis d'enlever pas mal de délires, de trucs qui vont trop loin, et ça aurait fait, je pense, ça aurait permis de faire une histoire beaucoup plus digeste, et ça leur aurait permis d'avoir beaucoup plus de moments calmes. Et ça aurait fait un film que j'aurais trouvé bien sympathique. Bon, je sais pas encore comment on pourrait sauver le fait que, ah mon Dieu, on ne sait plus comment lire notre langue, parce qu'on est stupide et que le scénario a besoin de ça, mais en dehors de ces détails-là qui m'auraient quand même gonflé, j'aurais vraiment pu apprécier cette histoire si ils avaient pris le temps d'instaurer plus de scènes comme celle-là. Les 3 scènes dont j'ai parlé sont des très belles scènes, qui sont gâchées par le reste du film, les nombreuses idioties, les personnages lourdingues qui ne servent à rien, etc., etc., le truc dans ce film, c'est que je sens vraiment le potentiel là-dedans. Il y a un super potentiel. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce film est frustrant parce qu'on sent le potentiel. Et vous savez quoi? Je suis d'accord. On sent un gros potentiel dans ce film. Ils l'ont mal exploité. Tout simplement. Vous avez mal exploité un potentiel, au final, ça vous donne un produit final qui est mal fait. Il est mal fait pour moi, sincèrement. Et c'est peut-être en partie parce que on sentait qu'il y avait du potentiel que ce film m'agace.
En partie aussi parce que on n'arrête pas de le comparer au même niveau que la planète au trésor. J'en ai déjà parlé de ça, mais oui, c'est... Tous ces moments que j'ai appréciés sont gâchés direct par tous les trucs qui ne font pas. Je veux dire, la beauté de l'animation, super, c'est joli, mais puis tout d'un coup, on a ça. C'est pas beau, ça, madame. On a des moments super, des moments calmes très jolis, et puis tout d'un coup, on a ça. C'est pas lire, c'est ça. Personne ne sait. Tous ces trucs bien dans ce film sont complètement lésés par tout ce qui est mal fait. Et c'est très très dommage. Cela étant, si vraiment, et je dis bien si vraiment, l'écriture d'un film, son scénario, c'est pas ça qui vous dérange le plus dans un film, c'est pas ça qui vous intéresse le plus, ben, je pourrais comprendre que vous appréciez ce film. Moi, le scénario d'un film, c'est super important, et les personnages aussi, et c'est pour ça que je suis désolé, même si je lui reconnais beaucoup de bons points, ce n'est pas un bon film pour moi. Bien, je crois que ça aura été mon top retour le plus long, et je pense que ça va être mon top retour le plus long pendant un bon moment. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos votes pour le prochain top retour que vous souhaitez voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, et ciao!